Donc, comment vous situez ce dialogue dans son contexte auquel vous avez participé activement, et qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui ce dialogue entre quelqu'un qui a été militant et qui finalement a renoncé. Il est allé faire de l'animation culturelle en province, je ne sais où, un peu peut-être comme nous. Et puis cette jeune étudiante qui découvre que une exigence d'engagement, ça vous inspire quoi alors ce dialogue? La question de la politique, ce qui la rend complexe, c'est que il faut partir du fait qu'il y a deux définitions véritablement de la politique dans le débat courant. Si on ne les distingue pas, le débat immédiatement devient confus, quoi. Il y a une première définition tout à fait classique de la politique, qui consiste à dire que la politique, c'est la question du pouvoir. La question du pouvoir d'État, en réalité, des différentes formes d'exercice, de conquête du pouvoir. C'est celle qui a été, l'auteur qui l'a examiné de très près, cette définition, c'est Machiavel, finalement. Machiavel est le grand théoricien de l'idée de la politique comme désir de pouvoir. Et d'une certaine manière, on voit très bien comment cette définition enferme la politique dans la finitude, évidemment, puisqu'elle est bornée par la catégorie de pouvoir, laquelle est elle-même une instance historique bien définie, la figure de l'État. Alors, ça, c'est une première définition. Puis il y a une deuxième définition qui elle, est très ancienne aussi, qui consiste à dire que la politique, c'est la question de la justice. C'est tout à fait différent. Alors peut-être que la question de la justice veut dire que c'est la question d'un pouvoir pour la justice, mais ça c'est un autre problème. La définition primordiale, c'est que la politique, c'est la question de la société juste, c'est-à-dire de comment on définit la société juste, quelles tâches ça prescrit, etc., etc. Bon. Cette histoire de la politique comme soumise à la question de la justice, définit une politique en un sens tout à fait différent. Alors pour ma part, je pense que n'est réellement une procédure de vérité que la politique dans son second sens, parce que d'une certaine façon, la justice, ça revient toujours à dire que la société n'est pas enfermée, enclose dans les règles finies qui sont les siennes, mais qu'elle peut toucher à autre chose. Qu'elle peut toucher à autre chose qui va s'appeler le communisme, l'émancipation, ou l'égalité, ou etc., c'est-à-dire une valeur. Mais si la politique est le processus d'incarnation d'une valeur, ça veut absolument dire qu'elle est un toucher de l'infini sur le caractère fini de la collectivité. Donc c'est pour ça que je pense que la politique est une procédure de vérité en ce sens-là. Et après, on voit très bien que la disposition de la création politique est manifestement plus événementielle que ce n'est le cas des autres procédures de vérité, tout simplement parce que la situation politique, c'est une situation qui est armée pour se protéger elle-même. Et on ne peut pas dire que la peinture académique ou réactive fusille les novateurs picturaux. Elle les dénigre, elle les met de côté. Disent que l'État, c'est une autre affaire. L'État est précisément un pouvoir coercitif qui est décidé et destiné à maintenir un ordre. Il est donc, en un certain sens, le contraire d'une vérité. Ça, c'est très important à voir. L'État est le contraire d'une vérité. Et de temps en temps, les gens s'en aperçoivent plus ou moins que c'est ça l'État, qu'il est toujours le contraire d'une vérité. Ils s'en aperçoivent plus ou moins, et ils aperçoivent toujours que l'État est quelque chose comme un enfermement sournois dans des catégories qui n'ont pas été celles que vous lui déléguiez vraiment. Et la politique, par contre, ne peut pas être cela.
Elle ne peut pas être là, mais elle a toujours affaire à ça en même temps. Alors, comment se solde ce conflit? C'est ça la politique, justement. La politique, c'est comment faire exister dans le champ social de collectivité défini, réglementé par un État, comment faire exister un processus dont la norme est complètement différente, complètement extérieure. Alors, comme c'est une norme extérieure, on parle très vite de révolution. Révolution signifiant un événement qui vient rompre la toute-puissance de l'ordre établi. Mais révolution est un aspect historique de la chose. Le fond de l'affaire, c'est qu'une politique de justice est une politique qui a rapport à la collectivité selon des normes qui ne sont pas réductibles à l'exercice d'un pouvoir. Ces normes, on les connaît. En définitive, fondamentalement, c'est la norme égalitaire qui traverse toute l'histoire en diagonale, c'est-à-dire la protestation de ceux qui considèrent comme anormal que l'État maintienne des gens dans des statuts inférieurs. Voilà. Ça peut être des statuts inférieurs au sens strict, c'est-à-dire les esclaves, les serfs, etc., c'est-à-dire des inférieurs juridiques. Ça peut être des infériorités raciales, les Noirs dans les États ségrégatifs. Ça peut être des infériorités économiques. Mais dans tous les cas, si on regarde de près, tous les États, au sens habituel du terme, sont des garants de l'inégalité. Ce sont des garants de l'inégalité parce que, sous des prétextes qui changent selon les époques. Aujourd'hui, ils seront des garants de l'inégalité sous des prétextes économiques. C'est l'argumentaire, on ne peut pas se permettre ça, on n'a pas l'argent, la concurrence internationale, etc. etc. Donc tout un discours très bien mis au point, dont le solde est que finalement, aujourd'hui, une centaine de personnes possèdent autant que 2 milliards d'autres. Donc des inégalités structurelles, financières, économiques, qui sont plus importantes que toutes celles qui ont existé antérieurement dans l'histoire. C'est plus important que l'écart qui existait entre un monarque et ses sujets. Et donc, on voit bien que l'État est là pour veiller, contrairement à tout ce qu'il raconte, à ce que ça reste comme ça, y compris lorsqu'il agence certaines concessions latérales permettant de calmer un peu les choses, mais de manière à en maintenir le principe, à maintenir la légitimité de principe. Alors la politique, c'est qu'il se ferait une diagonale là-dedans. Et par conséquent, il n'est de politique que de politique, à mon sens, que de politique dont l'idéal est la disparition de l'État. Ça, c'est ce qu'il y a de commun entre les communistes et les anarchistes, et c'est une profonde vérité. Si l'État est à tout moment le gardien des inégalités, alors une politique authentique de justice, c'est une politique qui ne peut pas, en réalité, composer indéfiniment avec l'État. Alors ça, dans le marxisme classique, c'est devenu la thèse de la nécessité de ce qui a été appelé le dépérissement de l'État, c'est-à-dire d'une force politique qui ne s'emparerait du pouvoir que pour, petit à petit, le faire disparaître, c'est-à-dire le confier à la collectivité tout entière. Et ça, c'est la croix, la difficulté extrême de la politique qui en fait probablement une des procédures de vérité les plus complexes et les plus rares. Et je pense que la politique très souvent donne le sentiment d'être absente. Aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui. On ne la voit pas exister fortement ou vraiment en ce sens-là. Et sa norme, ce qui représente l'infinité, c'est en fait l'égalité. Parce que si vous avez égalité, ça veut dire que vous vous référez non pas à un ensemble fermé, mais à l'humanité tout entière. Et non seulement l'humanité tout entière, mais l'humanité telle qu'elle va devenir, telle qu'elle va exister. Et évidemment, l'humanité en tant que prise dans son existence générale, c'est pour la pensée quelque chose d'infini. Et donc, il y a politique qu'entre l'infinité représentée par l'humanité tout entière dans son déploiement historique donne lieu à des activités effectives, à des figures d'organisation précises, dont la norme est cette norme-là de justice. Voilà. Eh bien, j'imagine que vous avez beaucoup de questions en ce qui concerne la politique, l'art, l'amour ou la science. La parole est à vous. Oui, bonsoir. On ne m'entend pas. Si. D'accord. Je voudrais d'abord féliciter l'équipe de ce soir
qui, sous l'impulsion de M. Badiou, nous a fait philosopher exactement comme je conçois qu'il faut le faire, c'est-à-dire sans jamais perdre de vue le concret, le vécu, l'existence, l'immanence, voilà. Et c'est difficile, enfin, en fait, les choses ont tellement été toutes dites et de façon claire, mais il me reste une petite question, c'est concernant justement cette quête d'infini que tout essaye d'éteindre aujourd'hui. On ne peut plus croire en rien, ni au lendemain qui chante, ni à l'amour, etc. Bon, vous y avez fait allusion, on doit être juste des consommateurs. Vous semblez être optimiste en disant que le recouvrement ne pourra jamais être complet. Alors, est-ce que vous êtes absolument certain qu'on ne va pas vers la mort de la philosophie ? Vers la mort de la philosophie, je ne crois pas. Vers l'affaiblissement de son impact, vers une période... Vous savez, il y a eu des périodes creuses de la philosophie. Si vous prenez, par exemple, le 19e siècle, entre Hegel et Nietzsche, hein, il n'y a pas grand-chose. Et en France en particulier, il y a presque rien, en dehors d'Auguste Comte, justement. Donc il y a eu des périodes creuses de la philosophie, et là, par exemple, c'était parce que ce qui dominait était le positivisme, en effet. C'est pour ça que Comte a pu se glisser dans ce vêtement, c'est-à-dire la croyance que la science allait résoudre tous les problèmes. Donc je ne crois pas à la mort de la philosophie, elle peut être malade longtemps, mais elle est suffisamment constituée au regard de ses conditions pour durer. Ce qui par contre est préoccupant, je crois, aujourd'hui, c'est la faiblesse, voire l'inexistence de la politique au sens où j'en ai parlé. C'est-à-dire qu'elle est quand même, alors pour l'instant, elle est recouverte par les figures étatisées de l'économie. On peut les appeler comme ça, les figures étatisées de l'économie. Elle est recouverte par ça, largement. Et du coup, il me semble que le monde tel qu'il va est exposé de nouveau au risque de guerre. Et la guerre telle qu'elle peut être, dans les conditions techniques actuelles, c'est tout de même une menace considérable. Et si, d'une certaine façon, les rivalités interétatiques arrivent à se surimposer à toute idée concernant l'humanité dans son ensemble, et si les tensions interétatiques, comme avant la guerre de 14, d'une certaine manière, prennent le pas sur les idées partagées de justice mondiale, ce risque est très réel. Ce risque est très réel. Et ça me rappelle une formule de Lénine. Oui. Lénine a dit, avant la guerre de 14, justement, oui, la guerre, ou bien la révolution conjurera la guerre, ou la guerre provoquera la révolution. Je voulais remarquer que jusqu'à présent, seule la deuxième hypothèse a été réalisée. La révolution bolchevique a eu lieu dans la foulée de la guerre de 14, la révolution chinoise dans la foulée de la guerre de 40. Je pense qu'il faudrait s'emparer de cette question et essayer de faire, dans les conditions particulièrement difficiles, l'essai de l'autre hypothèse. C'est-à-dire que ce soit la révolution qui conjure la guerre et non pas la guerre qui provoque la révolution, parce que la guerre, on ne sait pas ce qu'elle peut être, vraiment. Déjà, les gens, au moment de la guerre de 14, n'avaient aucune idée de ce que la guerre allait être, de ce que la guerre de 14 a été. Le premier grand massacre du siècle, tout de même, hein, des millions et des millions de morts, absolument pour rien, finalement. Alors là aussi, ce serait sûrement pour rien. Finalement, la question de savoir si l'hégémonie sur l'économie moderne est une hégémonie chinoise ou une hégémonie américaine, ce n'est pas quelque chose qui est d'intérêt majeur pour l'humanité tout entière, il faut bien le dire. Cependant, c'est ce qui travaille, c'est ce qui se passe. Voilà. Si je vous ai bien entendu, vous avez parlé de vérité événementielle. Autrement dit, toute vérité juste et fiable ne saurait l'être que momentanément et partiellement. Et c'est
James Williams n'a pas dit autre chose. Seriez-vous, outre le fait que vous soyez philosophe classique, comment dire, pragmatique, c'était mon premier point. Deuxième point, vous avez, pour illustrer la vérité, fait appel à l'allégorie de la caverne. Or, cette définition de la vérité par Platon a été totalement réfutée par Nietzsche, qui voit, lui, plutôt la vérité comme une création de l'homme, visant à lui assurer une vie, je dirais, sans problème, sans rien. Il parle même de besoin de sécurité ontologique. Et il dit les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Oui, alors sur le premier point, évidemment on n'a pas eu le temps de détailler les choses, mais la question de l'événement dans ma philosophie n'intervient strictement que comme principe de la possibilité de la vérité. La vérité n'est pas événementielle, elle est simplement sous condition de l'événement en tant que toute vérité est le déploiement des conséquences à l'intérieur d'une situation donnée, d'une occurrence événementielle. Donc, loin d'être, elle, événementielle, elle est au contraire ce qui est construit à partir de l'événement comme une exception immanente à la situation, donc quelque chose qui peut être universel dans la situation. Donc la théorie de l'événement, elle ne consiste pas du tout à dire que la vérité arrive et puis que voilà, elle consiste à dire que le travail des conséquences de l'événement, le travail créateur des conséquences de l'événement, lui il apparaît et puis il disparaît, hein, c'est vrai, c'est ça une vérité. Et que son absoluité possible vient de là, précisément. Elle vient de ce qu'elle n'est pas soumise intrinsèquement aux lois de la situation dans laquelle elle procède. Pour sur le deuxième point, oui, que Nietzsche s'oppose à Platon, ça, il a même dit un jour, Nietzsche, que la vérité devait guérir, enfin la philosophie en vérité, devait guérir de la maladie Platon. Mais je ne crois pas qu'il faille interpréter, comme vous le dites, la sortie de la caverne. La sortie de la caverne, c'est bien une œuvre humaine, précisément. C'est une œuvre humaine puisque c'est quelqu'un qui sort de la caverne. C'est pas un dieu, c'est pas un ange, c'est quelqu'un, et peut-être même un groupe. Hein. On n'est pas précisé que ce soit une personne, ça peut être un groupe qui sort, et que quand il sort, c'est l'événement, en réalité. La vérité, chez Platon, va se constituer lorsqu'ils reviennent. Lorsqu'ils reviennent pour dire, il y a un dehors, et du point de ce dehors, nous pouvons faire autre chose que ce que nous faisons. Donc l'allégorie de la caverne, premièrement, elle est événementielle, et deuxièmement, elle maintient en réalité la tâche philosophique comme une tâche en situation, à savoir à l'intérieur de la caverne, mais éclairée par le toucher de l'infini qu'a été la sortie de la caverne. Voilà. De ce point de vue-là, je pense que Nietzsche, Nietzsche qui a fait des cours sur Platon, avait un compte à régler avec lui, ça c'est sûr, mais que ça a été quand même au prix d'une distorsion importante de ce qu'était Platon. Je pense que son amour de Platon, changé en hostilité à Platon, est une histoire de rupture amoureuse, voilà. Je parle dans le micro. Merci. C'était une soirée vraiment très très bien. J'ai lu avec attention les livres d'Alain Badiou, sauf le dernier. Mais je crois que cette soirée me donnera envie de m'y plonger. Et je voudrais en fait poser une question qui est plus dans la mêlée. Et en fait, c'est pas vraiment une question, il y a ces deux références et une question. La première référence, c'est les cahiers marxistes-léninistes, une revue bien oubliée aujourd'hui, et qui, à son fronton, avait imprimé la pensée de Marx est toute pistante parce qu'elle est vraie. Et la deuxième référence, c'est Mao Tse-tung, qui
je crois que c'est dans un de ses essais philosophiques, pose la question d'où viennent les idées justes, et il répond de la pratique sociale. Et ma question maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre la justesse et la vérité? Parce que si on rabat la justesse sur la vérité, ça donne des conséquences assez impressionnantes. Pire encore que de mettre la vérité sur la justesse. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Oui. Sur votre question, je crois que vous maintenez le concept de la vérité. Et vous dites rabattre la vérité sur la justesse. Mais ce n'est pas du tout ma vision de la vérité. Il n'y a pas la vérité. Il y a des vérités. Et c'est le processus lui-même qui doit être qualifié de vérité. Et donc, y compris, moi j'interprète dans ce sens la phrase de Lénine. Lorsque Lénine dit la théorie est toute puissante parce qu'elle est vraie, il veut dire que le processus politique est en train de se vérifier par lui-même. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que l'expérience politique, la puissance de l'expérience politique, valide la justesse des hypothèses initiales. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat à instituer entre justesse et vérité, à mon avis, parce que dans les deux cas, il s'agit d'hypostase. Donc, vérité, c'est un mot générique de la philosophie, mais qui, dans le réel, désigne des processus absolument singuliers et disjoints. Et donc, il ne faut surtout pas, ça je l'entends dans votre question et je vous donne raison, il ne faut surtout pas, en quelque sorte, projeter la vérité comme catégorie philosophique, comme si elle était la vérité au sens où les vérités sont vraies. La catégorie de vérité comme telle est une catégorie philosophique. Le processus réel des vérités n'est pas une catégorie philosophique, puisque le processus réel des vérités, ça relève toujours d'une procédure effective, c'est-à-dire c'est toujours un amour, une politique, une séquence politique, une invention scientifique ou une œuvre artistique. Il ne faut pas décoller de là. Et c'est sous condition de l'existence de ces registres que la philosophie peut élaborer un concept générique de la vérité en tant qu'il n'y aura pas de processus effectif, autre que la philosophie elle-même, qui serait le processus de la vérité. Il y a les vérités. Mais si on emploie le mot vérité au pluriel, la philosophie, comme toujours, va chercher quel est le singulier de ce pluriel. Voilà, elle va se demander qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces expériences différentes qui permettent de leur donner le même nom, c'est-à-dire de les distinguer des opinions, de les distinguer, voilà. Moi j'ai une question sur un peu la temporalité de la vérité, parce que vous avez parlé d'événements de rupture, ce qui pour moi correspond en quelque sorte à regarder un état A et à le comparer à un état B, ou de séquence politique. Mais je me demandais si du coup une vérité, si on pouvait en conclure qu'une vérité s'établit et se définit uniquement a posteriori, parce que c'est très difficile d'analyser une séquence pendant qu'elle se déroule. On ne sait pas vers quel état on va, et en ce sens, on ne peut jamais savoir si on est dans... Enfin, j'ai du mal à comprendre si on peut savoir qu'on est dans une séquence de vérité, alors même qu'on ne sait pas si on est dans une rupture, parce que la rupture, la question de la continuité dans la rupture, elle est fondamentale. Non, mais ça, je crois que vous touchez un point tout à fait important et sur lequel j'ai un peu spéculé. La question de l'identification immanente de la vérité est autre chose que la question de l'immanence des vérités. C'est ça que vous dites. C'est-à-dire, vous dites le fait que, étant acteur du processus de vérité, je puisse savoir à coup sûr que c'est un processus de vérité n'est pas garanti. Et ça, vous avez raison. Il y a un protocole de vérité présente, mais la reconnaissance de la vérité comme vérité est toujours d'une certaine manière rétrospective. Parce que le fait qu'elle ait atteint ses objectifs qu'elle proclamait, le fait qu'elle ait été ce qu'elle affirmait qu'elle était, etc., évidemment, n'est pas validable à tout instant. Et c'est, de ce point de vue-là, toute procédure de vérité est marquée d'un certain saut d'incertitude.
exactement comme un artiste qui peint un tableau ne sait pas... Enfin, ça peut durer des heures, et le tableau va changer, etc. La question de savoir s'il va être reconnu après comme un des grands chefs-d'œuvre de la peinture, il n'en décide pas moment par moment, bien que ce soit son projet. Voilà. Et donc je pense en effet que vous avez raison de souligner que la subjectivation du procédure de vérité ne comporte pas nécessairement de certitude quant au fait que le vrai est vrai. Ok. Première de tout, excusez-moi parce que les français c'est pas ma langue maternelle et ma prononciation c'est pas la meilleure. Mais ma question est dans une autre très différente. Est-ce que vous m'écoutez? Passez un peu plus dans le micro. Ok. Vous étiez étonné par le fait que les féministes ne se sentent pas fiers ou ne se sont pas appropriés de la phrase que vous avez citée d'Auguste Comte. Je me demandais si c'est peut-être la raison parce qu'il me semble que Comte s'essentialise un peu dans la définition et je pense qu'en les constituant comme une catégorie différente et séparée de ce que des philosophes et des ouvrières et pourtant en les enfermant dans cette catégorie, même s'il les a enlevés à un des éléments fondamentaux de la politique, il ne les permet pas de devenir philosophe ou ouvrière ou d'être ça. Je ne connais pas beaucoup personnellement l'œuvre de Comte, mais s'il y a quelque chose que les féministes nous ont enseigné, à mon avis, c'est de se méfier de ce que les hommes lucides, comme celle que vous venez de citer, et on pourrait ajouter aussi hétérosexuels, ont créé idées comme l'amour autour d'elles. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, je vais répéter. Oui, je pense qu'il faut quand même replacer effectivement la proposition d'Auguste Comte dans son époque. Le fait de simplement affirmer dans son époque qu'il fallait que la politique soit capable d'inventer une liaison effective et délibérative, en quelque sorte, entre les femmes, les prolétaires et les intellectuels, finalement. C'était ça que ça voulait dire. C'était une idée absolument novatrice. C'était une idée absolument novatrice. Du point de vue d'aujourd'hui, on peut la compliquer, on peut la critiquer, mais c'était une idée qui ouvrait, pour la question de la conception générale de la politique, une piste qui n'avait pas été prononcée par personne. Parce que la question spécifique de la présence des femmes dans la politique n'avait jamais été thématisée de façon forte, sauf par quelques femmes au moment de la Révolution française, quelques autres dans les années 40, mais très faiblement. Et elles n'étaient pas reconnues du tout comme un acteur majeur de la transformation politique, tandis que pour Auguste Comte, elles étaient. Voilà. Et de ce point de vue-là, il a quand même introduit une nouveauté significative. Bien sûr, la nouveauté n'a pas été la production d'une politique effective conforme à ce qu'il disait, ça c'est vrai, mais c'était comme une piste qu'il ouvrait comme ça sur le fait qu'on était peut-être tout à fait limité dans l'identification de qui étaient les acteurs de la politique. Et que les acteurs de la politique, comme il le dit, dans l'état ordinaire des choses, c'est l'élite, c'est la classe dirigeante, c'est les propriétaires, voilà. Et lui disait non, les maîtres de la situation politique, ça doit être la configuration entre ouvriers, intellectuels, femmes, et c'était tout à fait étonnant à l'époque. Et d'ailleurs, ça n'a pas été du tout enregistré, si je puis dire. Hein. C'est maintenant qu'on peut voir, effectivement, le caractère novateur de cette idée. Pardon. Pendant 3 siècles, le déterministe a guidé notre société, notamment au point de vue science, sans parler du social et autres. Mais que pensez-vous de l'indéterminisme à partir de l'apparition de la mécanique quantique, qui a visualisé que ce soit aussi dans les sciences sociales, dans certains phénomènes de science, est-ce que c'est un phénomène de vérité future, donc de finitude, ou d'infini, par manque de connaissances? Je crois que la révolution quantique en physique a ouvert une nouvelle étape, effectivement, en physique, donc dans la représentation des phénomènes effectifs, une nouvelle étape de la relation entre le fini et l'infini, ça c'est vrai. Et en particulier, elle a grevé le fini d'un coefficient qui lui était tout à fait étranger, qui est un coefficient d'incertitude. L'incertitude est entrée dans le fini lui-même. Je
pense que cette incertitude, le fait que les paramètres sont tels que la trajectoire n'est pas décidable, etc., que tout cela, en effet, a engagé une nouvelle figure de l'infini dans la physique elle-même. Alors, ce que ça peut donner ensuite n'est quand même peut-être pas encore complètement déployé, déplié au niveau de la culture générale, au niveau de la philosophie, peut-être elle-même aussi. Mais enfin, je crois que vous avez raison de suggérer qu'il y ait là, dans la corrélation des coefficients d'incertitude de l'analyse quantique, quelque chose qui va au-delà de l'opposition antérieure, y compris en physique, entre le fini et l'infini. Ça, je crois. Bonsoir, moi je voulais poser une question par rapport à ce que vous pouvez répondre. Vous avez certainement déjà répondu à vos détracteurs, à des gens qui s'opposeraient à vos idées philosophiques. Par rapport à l'idée que, je ne pense pas, mais je me demande, qu'est-ce que vous répondriez par rapport à l'idée qu'on pourrait se dire pourquoi l'économie de marché ne serait pas aussi une vérité, dans le sens où on pourrait y voir la question dedans, qui peut être des fois parfois défendue, je ne parle pas pour moi, mais d'un aspect novateur, par rapport à la question de est-ce qu'on ne voit pas, on vous la mettez du côté de la finitude, mais est-ce qu'il n'y a pas de déroulement là aussi d'une vérité? Je pense à Marx qui prévoyait intelligemment l'idée de l'extinction, l'annihilation du capitalisme par lui-même, et en fait il y a quelque chose qui marche. Et qu'est-ce qu'on répond par rapport à l'idée qu'il n'y a pas là de création? En gros, voilà. Oui, mais je pense que création, il ne faut pas le prendre dans un sens faible. Création, ce n'est pas simplement la possibilité que des choses nouvelles apparaissent. Création, c'est ce qui se constitue en exception à l'ordre existant. Or, le problème de l'économie de marché, qui lui interdit absolument de se présenter comme vérité, c'est que sa loi intrinsèque fondamentale, c'est la concurrence. Donc elle n'a pas d'universalité. On peut même dire que sa loi propre, c'est de ne pas être universelle, puisque la concurrence veut dire que seront appropriés à l'économie de marché les vainqueurs dans la concurrence. Et ça, comme les vainqueurs doivent ensuite mener de nouveaux combats contre d'autres vainqueurs, c'est le processus fondamental qui domine l'économie de marché et qui est celui de la concentration du capital. Parce que le vrai processus, en fin de compte, qui est de l'analyse marxiste de l'économie de marché, c'est que la concentration du capital est constitutive de son existence historique. Et que la concentration du capital, ça veut quand même dire le contraire de ce que pourrait être une économie juste. Ça, de quelque manière que vous entendiez la justice, la concentration du capital, c'est le contraire d'une économie juste, c'est-à-dire que ça consiste à accumuler les biens d'un côté au regard d'une paupérisation rampante, massive de l'autre. C'est pour ça que je pense que le fait que l'argument pour l'économie de marché, c'est que ça marche, mais beaucoup de choses marchent. Une armée, ça marche aussi. C'est-à-dire, le fait que quelque chose marche n'a pas d'autre principe que celui du fait que ça existe, quoi. Et l'économie de marché n'a pas été surmontée par une économie différente, mais d'une certaine manière, c'est peut-être parce que la notion d'économie n'est pas appropriée à ce que la politique désire. L'économie, c'est peut-être la discipline dominante de ce monde-là, le monde de l'économie de marché, justement. Et l'asservissement à l'économie, c'est une particularité des mondes oppressifs. C'est le grand facteur de division, de fracture, de mécontentement, etc. Et ça progresse néanmoins sous la loi générale qu'il faut que les capitaux se concentrent. La concentration du capital, ça veut aussi dire, par exemple dans notre pays, ça veut dire, parce qu'il y a la concurrence mondiale, une désindustrialisation massive et une désertification de la province. Et ce qui en sort, c'est les gilets jaunes. Voilà. Faisons un peu d'actualité, là. Et
Et c'est pas que ça représente une force politique vraiment intéressante, mais c'est un symptôme tout à fait réel de ce que c'est, en fin de compte, que l'économie de marché dans ses effets effectifs sur la territorialité générale et l'existence des gens. C'est-à-dire que sans avoir rien décidé de tel, ils se trouvent perdus dans des bleds où il n'y a plus de commerçants, où il n'y a plus d'écoles, où il n'y a plus de postes, etc. Et avec des impôts qui augmentent, ils sont dans une situation qui effectivement est une situation de désertification de régions entières de l'existence humaine. Et ça pourquoi? Pour en fin de compte qu'une centaine de brigands possèdent la moitié de la terre. Alors ce sont bien des brigands, regardez Ghost, hein, la grande vedette de Renault, finalement c'était un nègre fin. Deux dernières questions, parce qu'ensuite Alain Badiou devra prendre le train pour Paris. Voilà, on est un peu contraint. Voilà, une petite question toute simple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'inconscient, de ses singulières vérités, ou de quel registre procède-t-elle ou relève-t-elle, notamment avec l'obstination de la cuir analytique à trouver, à puiser quelque chose qui serait l'infini du désir ou une tentative de recherche d'une durabilité de la rencontre amoureuse. Merci. Oui, parce que oui, ouais, mon enregistreur qui oui, je pense que c'est une juste question, parce que je pense qu'en réalité, il y a dans l'approche de la subjectivation par la psychanalyse, il y a quelque chose qui touche à la question de l'infini. Alors, par quel biais, c'est assez complexe, parce que, par exemple, si on prend Lacan, il voit l'infini, lui, comme une figure singulière du désir féminin. Et cette infinitisation de la figure féminine a une longue histoire, parce que d'une certaine façon, on en trouve déjà des traces aussi, y compris chez Sophocle, finalement. Et je cite cet exemple non pas pour répondre directement à votre question, mais pour dire que c'est vrai que la question de l'infini rôde dans la théorie de l'inconscient. Sur cet exemple en particulier, sur le cas du désir féminin, mais plus généralement, je pense qu'en effet, il y a dans la psychanalyse quelque chose qui indiquerait que l'inconscient est comme une réserve infinie. C'est-à-dire que le toucher de l'inconscient, c'est aussi un toucher de l'infini subjectif potentiel par rapport aux éléments immédiatement structurés, et y compris par rapport aux symptômes. C'est-à-dire que le rapport entre symptômes et inconscient me paraît convoquer quand même une certaine forme du rapport entre finitude et infinité. Et c'est pour ça que la thérapeutique consiste à remonter de la finitude du symptôme vers sa causalité historique qui est logée, elle, dans l'inconscient. De sorte que la vérité de la cure analytique serait bien, en fin de compte, quand même, la vérité d'un toucher de la finitude des symptômes dont se plaint l'analysant, à quelque chose de sa vérité, de ce symptôme, qui, elle, suppose qu'on ait atteint la strate inconsciente de ce symptôme, qui, d'une certaine manière, se présente quand même comme une sorte de réserve infinie. Donc je pense que le concept de la vérité du sujet dans la psychanalyse a bien à voir avec la question de l'infinitisation du symptôme. Eh bien, Léon. sur cette Oui. dernière touche radicale, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence et à remercier Alain de sa générosité. Si vous me permettez, je voulais également remercier d'abord les comédiens, les artistes qui, vous l'avez compris, j'espère, senti, n'étaient pas là dans du divertissement, mais dans quelque chose pour nous rendre sensibles des idées. Rendre sensibles des idées, c'est là le projet déjà de Platon. Remercier aussi le public, vous remercier, parce que le spectateur fait partie de ce moment-là. Et merci pour cette qualité d'écoute, cette qualité de questions. Et puis, bien sûr, vous remerciez, vous, Alain Badiou. Alors, vous n'allez pas accepter ce que je vais dire, parce que ça va être en dehors de ce que vous dites, mais je pense que votre œuvre
a quelque chose quand même d'un index d'absoluité, qu'elle relève de l'œuvre. Et je pense que dans notre situation, et on l'a bien senti avec certaines questions, cette idée qu'il faut regarder au-delà de la situation, nous donner des outils théoriques pour sortir de ce recouvrement, de cette finitude qui nous est imposée, est vraiment salvateur. Merci beaucoup.